Donc voilà mon plan en 3 parties. D'abord Calvin bien sûr, et je vais y revenir souvent. Le travail, l'argent, une vision novatrice. Les patrons protestants dans le mazamétain sont-ils les héritiers de Calvin? Les origines, le textile et puis bien sûr surtout le délainage. Et enfin, et ça sera une partie très importante de mon exposé, les répercussions sur la ville et ses alentours, l'implication dans la société civile, la réalité du capitalisme protestant à Mazamet, et bien sûr les patrons protestants et la politique. Alors oui, j'ai mis Max Weber, tout simplement parce que dans sa thèse, Max Weber va très loin puisqu'il fait de Calvin le père du capitalisme. Qu'en est-il exactement? On a souvent critiqué cette thèse et on a prêté à Calvin des intentions qu'il n'a jamais eues. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, on en a les preuves, c'est que le capitalisme a précédé Calvin. On va revenir à l'époque des marchands, bien sûr, du Moyen-Âge, les Lombards. Par contre, Calvin est véritablement l'inventeur d'une nouvelle éthique du travail. Et c'est là que c'est intéressant à analyser pour comprendre ce qui s'est passé à Mazamet. Dans les clichés sur le calvinisme, véhiculés pas qu'à Mazamet, mais dans le monde entier, je suppose, on retrouve tous les poncifs habituels. Austérité des chefs d'entreprise, leur retenue, le choix de privilégier l'investissement et le long terme, la discrétion, s'interdire le superflu, et l'argent étant un moyen et pas un but. Et bien sûr, surtout, tout ça à la base, une seule base, le travail. Concernant le mot travail, Luther emploie le mot, les Allemands vont m'excuser de mon accent, le Beruf. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas étudié l'allemand. Mais qu'il faudrait plutôt traduire pour les mazamétains par labeur et même vocation ou mission. Calvin. Alors, cette importance accordée au travail, on la rencontre dès le départ dans la vision calviniste de Dieu, qui est celle d'un, je ne suis pas théologienne, qui est celle d'un Dieu travailleur, s'occupant activement d'un monde qu'il a créé. S'il y a une doctrine du capitalisme chez Calvin, elle est bien fondée donc théologiquement. Le principe de Calvin est simple, Dieu est prêteur. Il permet seulement aux hommes de disposer de toutes ses richesses. La richesse n'est pas quelque chose de répréhensible, mais elle est justifiable uniquement si les riches admettent que leur richesse est un prêt et que, avec cette richesse, ils viennent en aide aux pauvres et aux démunis. La preuve, Calvin a institué à Genève des emplois, des formations, une caisse de secours et de prévoyance. Voilà qui revient comme un leitmotiv dans les sermons de Calvin sur le Deutéronome. Je cite Calvin, « Si Dieu nous a donné abondance des biens au-delà de nos besoins, nous ne devrions pas nous montrer avares, mais nous devrions aider les miséreux. » C'est dans ces mêmes sermons que Calvin défend le principe même de l'enrichissement personnel, contrairement, vous le savez aussi bien que moi, à l'Église catholique, surtout des XVIe siècle. Il ne condamne pas la richesse, mais ses mauvais usages. La richesse détourne l'homme de Dieu et lui fait même oublier très vite son prochain. Pour résumer en gros les sermons de Calvin, c'est un encouragement de profiter de la richesse pour aider ceux qui en sont privés. Quand les riches et les pauvres, là je cite Calvin, quand les riches et les pauvres se rencontrent et que l'abondance des biens coule de l'un à l'autre, selon la volonté divine, cela devient un processus économique, sociologique et théologique. Cela a été exactement le cas à Mazamet,
Et en écrivant cette phrase, je vous la relirai, j'ai pensé immédiatement au ruissellement. Macron et son ruissellement. Mais, bon, Macron, il s'est revendiqué de Paul Ricoeur, d'accord? Est-ce que c'est Paul Ricoeur qui a inventé le ruissellement? Non, c'est Calvin. Je vous relis la phrase. Quand les riches et les pauvres se rencontrent et que l'abondance des biens coule de l'un à l'autre, selon la volonté divine, cela devient un processus économique, sociologique et théologique. Et je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est passé à Mazamet. Voilà, alors on peut parler de ruissellement et vous avez 4 heures pour réfléchir qui a inventé ce mot de ruissellement. Calvin, Paul Ricoeur, Macron ou d'autres, je n'en sais rien. Outre cette éthique économique et sociale, il y a également une éthique du travail liée à un Dieu qui est un Dieu travailleur, comme je le disais précédemment. L'homme étant l'image de Dieu, la doctrine calviniste accorde une très grande dignité au travail humain. Dans son commentaire sur le livre de la Genèse, Calvin a écrit « Les hommes ont été créés pour s'employer à faire quelque chose et ne pas pour être paresseux et oisifs. » On en a parlé hier un petit peu avec Michel. Le travail n'est pas seulement la malédiction d'Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, elle est aussi une bénédiction et même une grande joie, car signe de grâce divine. La mobilité sociale, le changement d'activité professionnelle sont non seulement autorisés, mais recommandés quand il y a un bien public et que cela permet d'aller plus loin dans l'accomplissement de sa vocation, toujours le fameux Beruf de Luther. Et pourquoi pas, jusqu'en Argentine, pour les patrons mazamétains. Calvin dit encore, il n'y a pas plus louable devant Dieu que ceux qui apportent quelque profit à la société des hommes. Encore un bel exemple mazamétain. Par contre, Calvin dénonce les métiers et je cite, qui ne servent qu'à corruption, à trappe-denier, et qui ne servent que de phare et de pompe. D'où cette espèce d'atavisme. Hugues de Ric va plus loin en parlant même, pour les protestants, d'atavisme congénital, pour les protestants génital contre la frime, les flambeurs. J'ajouterai aujourd'hui le bling-bling par exemple. Calvin reconnaît pleinement la légitimité des professions non productives qui s'occupent de l'administration de la cité, les édiles, mais aussi du gouvernement. Il va jusqu'à mettre l'industrie sur le même plan de dignité que le travail agricole. Il fut également le premier à reconnaître le fondement théologique du commerce et soutenir sur le même plan d'égalité le grand commerce et le petit négoce. On va voir le parfait exemple à Mazamet. Calvin condamne violemment les oisifs et les parasites. Je cite, « La paresse et oisiveté est maudite par Dieu. Perdre son temps, ne rien faire est le premier et le plus grave des péchés, car les parasites sont ceux qui vivent de la peine et du travail des autres. » En ce qui concerne le chômage, Calvin a une conception très moderne de ce fléau. Et c'est ça qui est intéressant. Il condamne le chômage, mais pas les chômeurs, pour dénoncer la situation de non-travail. Pour Calvin, c'est une situation inhumaine dont la responsabilité incombe à ceux qui, pouvant donner du travail, n'en donnent pas. Et toujours au sujet de l'argent, mais on ne va pas s'y étendre, le mal n'est donc pas dans l'argent lui-même, mais dans l'usage que l'on en fait. Calvin s'explique enfin sur le prêt à intérêt, vous le savez aussi bien que moi, après avoir condamné toutes les positions de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle,
le plus grand virulent du prêt, et surtout du prêt à intérêt, condamné et diabolisé, bien sûr, par l'Église catholique. Alors que pour Calvin, demander des intérêts pour un prêt n'est pas interdit tant que cela ne s'oppose pas à l'équité, d'où la multiplicité, à cette époque-là, des banques protestantes, et on en parlera pour Mazamet, bien entendu. Ainsi, pour, finir avec Calvin, même s'il n'a pas inventé le capitalisme, il a donné de l'importance au travail, à l'esprit d'initiative et à la responsabilité individuelle. Il a justifié la richesse produite par le travail. Et c'est vrai que quand on lit un petit peu ce qui se trouve sur Mazamet, on se rend compte que ces patrons protestants ont été influencés bien sûr par Calvin, mais aussi par Pierre Bayle, par les sermons du pasteur Job Jaffar, dont je parlerai. Dans des bibliothèques déjà, on pouvait lire des livres de Benjamin Constant et peut-être plus tard d'Alexis de Tocqueville. Voilà un petit peu pour ces patrons et leurs enfants, comme tous les protestants, comme l'a dit Patrick plusieurs fois et Michel, une population très alphabétisée et très alphabétisée bien avant la population catholique. Surtout à l'époque de la Troisième République, avec, alors là, non, ça c'est Genève. Il me manque. Voilà. Je vous montre une allégorie que vous avez peut-être vue hier après-midi pendant la visite du musée. C'est un véritable renouveau, la Troisième République. Cette allégorie est intitulée « À la nation française, les protestants reconnaissants ». Elle date de la fin de la période révolutionnaire et elle est tout à fait dans l'état d'esprit des protestants de cette époque-là, et bien sûr, fils spirituels des Huguenots persécutés. Que ce soit les Mazamétains comme tous les protestants, ils vont s'impliquer non seulement dans l'industrie, l'agriculture, mais aussi la société civile, penseurs, philosophes, écrivains, hommes politiques, j'en parlerai dans la troisième partie. Je cite une phrase de Patrick Cabanel. C'est un... Où tu es? Je suis là. Alors Patrick, peut-être tu t'en souviens pas. Je te cite. C'est un exemple caractéristique de la réussite de certaines minorités religieuses dans les sociétés modernes où les anciens ostracismes laissent la place au mérite. Et c'est le cas de Mazamet qui en est un brillant exemple. L'industrie de Mazamet trouve ses origines au XVIe siècle dans une petite bourgade qui a à peine 2000 habitants. Voilà une petite bourgade. C'est une aquarelle qui a été faite à partir d'une photo d'époque de la ville de Mazamet. Cette ville devient un centre textile important. C'est la petite bourgeoisie protestante qui est constituée de fabricants drapiers, surtout, qui ont progressivement abandonné les moulins à papier pour faire du drap et des cordelats. Le cordelat est un tissu épais et résistant, très supérieur en qualité aux sorgues et aux sargues, et aux autres tissus. La preuve, les cordelats, dont la réputation était, nationale, ont même été appelés à une époque les Mazamet. Ces fabricants sont des commerçants dans l'âme. Leur vie est le reflet parfait de ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Sobriété, favorisant le long terme et s'attachant à la réputation et au sérieux de leur maison. Et j'insiste sur le mot maison, j'y reviendrai parce que le nom de famille doit perdurer. On va en parler un petit peu plus tard. Ils y consacrent toute leur énergie dans l'industrie et le commerce de génération
en génération. Quelques familles, je ne m'étendrai pas là-dessus, quelques familles cependant ont fui au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Le développement de Mazamet s'explique également, dès le début, par le fait que les protestants fonctionnent déjà en réseau, comme toutes les minorités. C'est Fernand Braudel qui l'a dit, une minorité, c'est un réseau. Et dans ce Midi très rural, les réseaux ont des contrats et ils découlent principalement des réseaux liés au textile. Exemple, l'Alsace, Mulhouse, Elbeuf, le Nord, plus tard Paris, puis l'Angleterre, puis les États-Unis. Alors vous avez peut-être vu hier au musée un document exceptionnel qui est un exemple significatif de cet esprit d'entreprise fonctionnant en réseau. Il est plus tardif puisque le document date de 1860. Ce document est une lettre patente de la reine Victoria avec tous les sceaux royaux et c'est une réponse de la reine accordant à Auguste et à Eugène Faux, industriels protestants à Mazamet, l'utilisation d'un brevet de délainage et le traitement de la laine. Je parlerai bien sûr du délainage. C'est donc uniquement grâce à l'esprit d'initiative de ces petits marchands, fabricants, devenus petits bourgeois, puis grands patrons, grands bourgeois au XIXe siècle, que l'on doit le développement industriel de Mazamet. Et non, comme cela a été, il y a des sagas et des mythes, trop souvent dit, au soi-disant miracle d'une eau miraculeuse et providentielle, même si les qualités des rivières Arnette, Torré et Linoubre sont propices au délainage, tout simplement parce que ce sont des eaux qui ont un pH 7, c'est-à-dire un pH neutre. Voilà ce qu'il y a. Et ni, j'allais dire, le miracle de l'Arnette, non, ni l'homme devenu providentiel, je vais en fâcher peut-être certains, le maréchal Soult, parce que tout de même cet homme devenu ministre de la guerre a tout fait pour aider la région et les patrons protestants, alors qu'il était catholique, conservateur, monarchiste, etc., en confiant à la maison Houlet, surtout la fabrique de draps. Alors, Pierre-Élie Oulès, un des premiers, un pionnier. C'est un fabricant de draps qui a eu du génie. Moderniser d'abord l'industrie textile en faisant venir à Mazamet des métiers jacquards. Puis dynamiser une société qui existait, la société des casernes tout simplement parce qu'elle était à l'emplacement d'une ancienne caserne. Et surtout en commençant à pratiquer, j'y reviendrai parce que c'est un cas typique à Mazamet, l'endogamie. On se marie, on marie ses filles à un industriel épouse la fille d'un industriel, un gendre devient patron d'industrie. Ce n'est que ça, j'y reviendrai. Mais surtout, on doit aussi à Pierre-Élie Oulès une initiative incroyable pour l'époque, initier tous ses employés à la vente et au négoce. Le textile triomphe, il atteint son apogée vers 1800. C'est une activité qui nécessite de plus en plus d'approvisionnement en laine. Et c'est ce qui va expliquer qu'à partir des années 1850, le délainage, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, va supplanter le textile. Autre fait marquant de ce milieu du XIXe siècle, c'est que les activités sont de plus en plus concentrées entre de gigantesques entreprises. Je vous rappelle une petite ville de 2000 habitants au début, où on a au XIXe siècle, ça c'est l'église de Saint-Sauveur, une église de Cormoussoulès, où on a entre 400 et 500 employés dans ces entreprises. Alors, l'usine, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon. Révélateur de la suite.
Pourquoi un tel esprit d'entreprise? Alors, vous l'avez compris, les protestants mazamétains sont calvinistes purs et durs, fiers de leur appartenance. Hier, on a parlé de fierté, et j'y reviendrai aujourd'hui. Fiers de leur appartenance religieuse, et surtout pleinement conscients de deux choses: d'être les fils spirituels de Calvin, et d'être libres. Et hier aussi, Michel a insisté sur la liberté. Une liberté pleinement acquise, chèrement payée à cause des persécutions. Et ils en profitent pour créer des machines hydrauliques le long de l'Arnette. On innove, je vous l'ai dit, on prépare les employés, on leur donne des responsabilités. Un autre industriel de génie, il s'appelle Augustin Perrier, qui, voyant le développement spectaculaire de Mazamet, face à une réalité de la région, notre région n'a pas assez de moutons, notre région n'a pas assez de laine. Et il apprend par les réseaux protestants, certains installés déjà en Argentine, que les éleveurs de moutons argentins, qui abattent des centaines de milliers de moutons pour la viande, jettent les peaux et tous les détritus et tous les déchets qui pourrissent. Il envoie donc à Buenos Aires son employé, Hippolyte Mas, et un contremaître, voir ce qui se passe et voir si on ne peut pas acheter ce que les Argentins appellent les déchets, c'est-à-dire les peaux de moutons. Et ils installent ainsi le premier comptoir en Argentine. À cette époque-là, je précise, pour aller en Argentine, 62 jours de traversée en bateau à voile. Autant pour le retour. Mais voilà pourquoi on dit que ce sont de véritables pionniers. Et cette date de la première arrivée des 2 premières balles de mouton à Mazamet, 500 kilos, est le tournant entre l'industrie textile qui va perdurer avec tous ces petits marchands fabricants et tous ces patrons qui vont, eux, privilégier le délainage. Par exemple, Ferdinand Cormoussoules. Alors, je ne vais pas rentrer dans les histoires de famille. Marie-Françoise, qui est là, va sourire. Ils sont tous cousins aujourd'hui, parce que l'endogamie a marché à merveille. Ce que je peux dire juste pour compléter avec tous ces gens-là, un économiste autrichien, Joseph Schumpeter, dans ses travaux sur l'innovation et l'entreprise, dit « La création et l'innovation sont la définition même de l'entreprise ». Et ça a été le cas à Mazamet. Et comme je vais commencer à parler de ces patrons et que nous sommes à Ferrières, j'en profite quand même, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont presque tous descendants des hameaux et des villages de la montagne. Laconne, Viane, Rococo, Le Best, Sénégas, Calmont et les autres. C'est assez extraordinaire. Il fallait quand même le dire. Les 10 années 1878-1998 sont prodigieuses pour ces patrons qui gagnent une quantité phénoménale de médailles à toutes les expositions nationales, universelles. On les admire aujourd'hui aux archives départementales. Fierté d'une ville qui se voit dans cette carte dont on n'en a sauvé qu'un extrait. Je vais parler de cette carte qui a été à l'initiative encore d'un patron, Alba Lasource. Le plan couvrait un mur entier dans une usine. Il a été fait par les plans monumentaux de France en 1895. Le plan original a disparu malgré toutes les enquêtes depuis 20 ans, 30 ans.
on ne l'a jamais retrouvé. Mais cet exemple, si vous le voyez bien, est assez incroyable. Fierté d'une ville, regardez bien, où on voit que les usines ont plus d'importance que les bâtiments publics. On peut compter 2 églises, dont une ancienne, Saint-Sauveur, et une qui vient d'être construite, Notre-Dame, et 2 temples, un temple Saint-Jacques et un temple qu'on a appelé Neuf, dont je vais quand même parler un petit peu, avec juste une précision, parce que la construction de ce temple a vraiment un sens par rapport à l'histoire de Mazamet. C'est simple, je rappelle une date, 1851, arrivée de 2 balles de peau de mouton d'Argentine à la Société des casernes. 1853, 2 ans après, 100 mètres plus loin, les premières pierres du temple Saint-Jacques sont posées. Un temple grandiose, 900 places, 2e temple de France après Anduze. Mais à l'image de cette industrie florissante et un temple financé en grande partie par la communauté protestante dans les années 90. D'ailleurs, vous le voyez, Patrick, tu me permets de raconter une petite histoire sur la construction de ce temple. Les protestants sont jaloux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils n'ont qu'un temple qui accueille quand même 500 à 700 personnes, mais on vient de construire une église, Notre-Dame. Donc, le président du conseil presbytéral, un grand patron, et les pasteurs Camille Rabot, Victor Dardier, écrivent au conseil municipal de Mazamet. Le maire est protestant, c'est Édouard Barbet, j'y reviendrai. Le conseil municipal à majorité protestante. Et donc on fait une lettre pour dire qu'on veut construire un temple, qu'on a les moyens et qu'on a trouvé le lieu. Le lieu s'appelle La Sagne. Pour ceux qui connaissent la signification, un lieu humide et un peu à l'écart de ce cœur de ville qui est tout petit à l'époque. Réponse de la ville de Mazamet. 2e temple, ben oui, après tout, c'est vrai, les protestants, oui, puisque vous les payez, oui, d'accord. Mais la Sagne, pourquoi construire un temple infesté de moustiques, mais surtout fréquenté uniquement par des femmes de mauvaise vie? Encore une fois. Donc, bien sûr, les protestants sont passés outre cette petite histoire de femmes de mauvaise vie. Vous en voyez le résultat aujourd'hui, ce grand temple qui est désinfecté. Je ne veux pas continuer désaffecté avec une histoire toute récente où on m'a téléphoné à toute vitesse il y a quelques années. Claire-Lise, ça y est, la mairie de Mazamet a décidé de faire du grand temple de Mazamet un musée militaire, le musée des armes. Alors, après avoir sauté de ma chaise, j'ai pris mon téléphone et je me suis permis de téléphoner au maire de Mazamet, que j'ai eu en classe, en première, en terminale. Et je lui ai dit, j'arrive avec 2 conseillers presbytéraux et on va régler nos comptes. Je les ai traités de va-t-en-guerre. Et nous avons signé un contrat. Le contrat qui est un partenariat entre la mairie de Mazamet, il existe, il est signé, et le conseil presbytéral protestant, faire de ce temple un lieu de culture et de la mémoire de l'histoire protestante et de l'histoire tout court de Mazamet. Salle d'exposition, il est magnifique à l'intérieur, une acoustique exceptionnelle, salle de concert, il peut tout y avoir. Il y a le contrat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé pourrir la situation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui,
justement pour faire un musée du délainage, il faudrait 2 millions pour faire des travaux dans ce temple qui est livré à l'abandon par la volonté unique de la mairie de Mazamet. C'était une petite parenthèse. Mais nous ne baissons pas les bras sur l'histoire du délainage. Nous avons trouvé... Alors, j'ai parlé d'endogamie. Je ne pouvais pas vous faire des tableaux généalogiques. J'en ai trouvé d'extraordinaires. J'en ai un sous la main. C'est celui, j'en reparlerai, que Jackie Comon-Soulès m'a passé. Mais par mariage, aujourd'hui, tous ces enfants, descendants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de patrons protestants sont tous parents. Alors voilà un exemple de la famille Olombel, un des premiers à avoir créé la Société des casernes, par exemple. On y retrouve pour les Mazamétains des tas de choses. Voilà pour la famille Guiraud, par exemple, aussi. Et j'ai sous les yeux celui de Jackie Comon-Soulès. Ce que je voulais dire aussi, pour terminer cette deuxième partie, sur cette vision très calvinienne de ces patrons, je vais vous montrer un document assez incroyable. Il n'y en a qu'un, il est déposé bien sûr aux archives départementales. La famille Comon-Soulès a eu l'intelligence et la sagesse, il y a quelques années, de déposer des kilomètres d'archives aux archives départementales du temps, qui les a numérisés. Et ces documents exceptionnels, on peut les consulter en permanence. Mais je vais vous penser à Calvin et je vais vous montrer ce que nous avons appelé les 12 commandements du patron. Les 12 commandements du patron, si vous n'arrivez pas à lire, je peux vous le lire, c'est affiché dans toutes les usines Comon-Soulès. Et pensez à Calvin. Que votre parole soit toujours sacrée. Quoi que vous fassiez, faites-le de toutes vos forces. N'éparpillez pas vos efforts. Évitez les clients trop parleurs et mauvais payeurs. N'entreprenez que ce que vous êtes certain de pouvoir terminer. Payez toujours au comptant. N'ayez que du bon matériel. Entourez-vous de personnel actif, honnête et intelligent. Soyez toujours poli avec vos employés. Levez-vous de bonne heure. Ne buvez jamais de boissons enivrantes. Déplacez-vous souvent ou envoyez vos fondés de pouvoir dans les grands centres de consommation et d'industrie pour y introduire les modifications des goûts des consommateurs, pour organiser notre matériel de production en rapport avec les nouveaux besoins. Voilà quelque chose d'extraordinaire, d'innovateur, où on retrouve à la fois l'esprit de ces patrons calvinistes et ce qui s'est passé à Mazamet, puisque dans toutes les usines, et pas que Comon-Soulès, je pourrais, si vous le voulez, je peux laisser ce document au musée, que vous puissiez vous le procurer. Comment le résumer? Vous l'avez compris, les patrons étaient conscients d'être une minorité, mais une minorité agissante d'entrepreneurs, conscients d'être riches, voire très riches, on y reviendra, favorisés. Ils se sont investis dans leur paroisse et dans la société civile, ça sera ma troisième partie. Le travail fait partie de cette éthique. C'est un devoir heureux de génération en génération. Il cite toujours pour se justifier, je ne vais pas vous la lire, vous la connaissez mieux que moi, la parabole des talents, que tout le monde connaît. Bien. Et toujours, ça c'est dans tous les témoignages que j'ai eus, que ça ressort, le souci de raconter et de transmettre les mêmes valeurs. Le travail, les économies,
Et j'ajoute l'obsession du gaspillage et des dépenses inutiles. Et ça, c'est très calvinien aussi. Contrairement à ce qui a été dit, les patrons lainiers n'étaient pas des spéculateurs, on en débattra en conclusion, comme on l'entend aujourd'hui. C'était une spéculation obligatoire. Obligatoire, compte tenu de la situation. Les raisons sont simples à expliquer. Il fallait 5 à 6 mois entre la période où les peaux de mouton étaient achetées en Argentine et où elles arrivaient à Mazamet. D'où ces stocks d'entrepôt. Celui-là, c'est celui qui était à côté de la gare où il fallait bien stocker cette laine. Compte tenu du fait qu'il fallait toujours satisfaire la demande, et une demande de plus en plus croissante. Voilà pourquoi c'était la laine qui avait de la valeur, et non pas le cuir, puisque la valeur du cuir viendra un peu plus tard à Mazamet, mais pas au début. Et forcément, stocker cette laine, pour ceux qui comprennent un petit peu l'économie, c'était une énorme prise de risque, parce que en fonction de certaines crises, les révolutions russes, la crise de 29, les guerres mondiales et bien sûr les grands chocs pétroliers des années 70-80, j'y reviendrai puisque c'est une des causes de la chute de Mazamet, il fallait bien stocker la laine. Alors, en deuxième partie, l'implication des patrons dans la société civile. En troisième partie, l'implication, qui est importante. Je ne reviens pas dans tout ce que j'ai dit, mais ce qui revient quand même, puisque j'ai interrogé des salariés, des ouvriers, des contremaîtres, c'est le souci de l'humain chez ces patrons. Ils sont attachés à leur personnel. Un attachement qui n'est pas fin, il est réciproque et lié à de multiples raisons. Le patron portait un véritable intérêt aux membres des employés et de leur famille. À 5 heures du matin, ils sont dans l'entreprise, avec un serrement de main chaleureux. On demande des nouvelles d'un enfant malade, d'un enfant qui réussit à l'école et qu'on va aider pour qu'il puisse continuer. J'ai eu tellement d'exemples comme ça, d'enfants, d'ouvriers qui ont réussi, qui ont pu faire des études grâce à l'aide des patrons. Alors, l'exigence dans le travail, elle y est, mais elle n'exclut pas la gentillesse. Et surtout, rappelez-vous les 12 commandements du patron, c'est un rapport de confiance. Le patron, c'est le patron, mais on lui fait confiance parce qu'il nous fait confiance. D'ailleurs, ces patrons sont toujours appelés monsieur, suivi du prénom. Souvent parce que il y a 2 ou 3 garçons chefs d'entreprise qui sont dans l'entreprise, ils sont différenciés par leur prénom. Et bien sûr aussi, monsieur exactement, toujours ce souci d'une maison. Eugène Guiraud, par exemple, avec des témoignages que j'ai eus, des ouvriers qui ont un travail pénible, très pénible, éreintant, dans l'humidité. L'hiver, il faut casser la glace avant d'y tremper les mains pour sortir les peaux. Il faut même mettre de l'eau sous les pieds, les chaussures des salariés pour qu'ils puissent bouger. Les conditions se sont légèrement améliorées à partir de 1909. Je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a eu de grandes grèves pour quelques centimes. De grandes grèves qui ont duré de janvier au mois de mai. Ils travaillent 48 heures par semaine. Alors c'est une main-d'œuvre protestante ou catholique qui va grosso modo de Saint-Amand à La Bruyère. Excuse-moi Xavier, mais j'ai pas pu parler de la montagne. Je me suis limitée à la vallée du Toré. Une entreprise qui vient donc de tous ces hameaux, avec des gens qui ont quand même un petit travail agricole, mais très modeste,
avec des terres ingrates, des vaches, des moutons. J'ai une photo, je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà ce que l'on voit dans une usine de délainage à Mazamet. C'est ce qu'on appelle un banc de peleurs, avec des peleurs, mais les femmes pelaient aussi, avec un ciseau, penché toute la journée dans l'humidité et le froid, pour détacher la laine du cuir, puisque c'était la laine qui était la matière importante. Les femmes travaillent comme les hommes. Elles reviennent même souvent l'après-midi faire du travail à façon, c'est-à-dire quelques heures supplémentaires, nettoyer, balayer, couper les bouts de pâte des moutons. Quant aux hommes, en plus du travail à la ferme, une des spécialités d'ici, surtout de la Montagne Noire, très proche de l'Aude, il n'y a que la montagne qui fabriquait des piquets de vignes pour les viticulteurs de l'Aude. Charles Sabatier. Charles Sabatier est probablement une des figures les plus emblématiques de la deuxième révolution industrielle. Un véritable, Patrick, excuse-moi de ce que je vais dire, un véritable homo protestantus, je peux le dire? Oui. Si vous me permettez l'expression. Il est fils d'industriel du textile, petit-fils fabricant de cordelas et arrière-petit-fils déporté aux galères. Il représente à lui tout seul l'esprit d'entreprise et d'innovation. Il construit, par exemple, une usine, il a 25 ans, une usine sur une rivière, le Linouvre, une usine moderne avec un moulin hydraulique profitant d'une chute d'eau de 84 mètres. Et il consacre toute sa fortune à la construction de cette usine. C'est lui qui est à l'initiative et à la construction de ce que l'on appelle la condition publique ou le conditionnement, qui va mener une meilleure éthique au négoce de la laine, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il était important de ramener un peu d'éthique à ce négoce. Il participe à la création de la chambre de commerce. Mais il faudrait aussi citer tous ceux qui sont dans l'entourage de Jacky Sabatier, encore des patrons protestants, Albert Rouvière, Jules Commoussoulès, Eugène Commoussoulès, Alba Lassource, j'en parlerai tout à l'heure. Tous ces gens-là mettent leur fortune pour construire la Banque de France. Imaginez dans cette petite ville la taille de cette banque. Fantastique. Construite sur un terrain appartenant à Albert Rouvière. Et une banque prodigieuse puisque dès le début du délainage, elle est considérée, c'est une succursale de la Banque nationale, comme parmi les 10 plus grandes banques de France. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'argent qui est brassé à Mazamet. Les coffres de la Banque de France sont pleins, avec deux petites histoires. À partir des révolutions russes 1917 et de tout ce qui s'est passé à l'échec des grands empires, une princesse Habsbourg, on pense probablement que c'est Marie-Élisabeth qui est décédée, c'est la branche des Hanovre, qui est décédée dans les années 60. Tous les bijoux de cette famille étaient déposés à Mazamet dans les coffres de la Banque de France. Alors, une histoire un petit peu plus drôle. Un grand patron protestant, très riche, le dimanche matin, avec le chauffeur, monsieur et madame se faisaient transporter jusque devant le grand temple. Madame descendait de la voiture pour aller assister au culte. Monsieur restait dans la voiture. Le chauffeur, discrètement, l'amenait jusque devant la Banque de France. Je sais l'histoire puisqu'il y a eu 3 générations de gardiens de nuit et de dimanche
et du dimanche à Banque de France qui me l'ont raconté. Donc le gardien venait ouvrir à ce monsieur qui descendait dans les coffres et qui comptait ses lingots, ses bons du trésor, peu importe ce qu'il comptait, tous ses achats. Il regardait sa montre. Il ressortait quelques minutes avant la fin du culte. Le chauffeur l'attendait devant la Banque de France. Il revenait et il se trouvait devant le temple au moment où tout le monde sortait du culte, ni vu ni connu. Mazamé a eu, j'ai pas dit de nom, hein, vous le comprenez bien. Mazamé a eu une quinzaine de banques à Mazamé avec toutes les succursales de toutes les grandes banques étrangères et des banques privées, puisqu'il y a eu même 2 banques privées à Mazamé, édifiées par des Mazamétains, plus la Banque de France, dont une avec un nom très drôle, la banque Adam, c'était drôle, et la banque Villa. Ces patrons s'investissent bien sûr dans toute la société civile, et il ne faut pas oublier les maires, puisqu'il y a eu une kyrielle de maires protestants, de conseillers municipaux protestants, de députés, de sénateurs. Le plus célèbre, vous l'avez là, il a été 25 ans maire de Mazamé, c'est Édouard Barbet. Il est fils d'industriel, lui aussi, un esprit d'initiative extraordinaire. Il va s'impliquer dans sa ville, puisque pour l'époque c'est extraordinaire. Il a installé l'alimentation en eau potable pour tous les Mazamétains, et avec l'aide et l'argent d'Augustin Perrier, il a fait construire l'hôpital de Mazamé, les écoles communales. Il fallait surtout faciliter le transport et l'ouverture vers l'extérieur. C'est donc grâce à Édouard Barbet que des routes sont construites pour aller vers Carcassonne, vers Béziers, vers Toulouse. Il y en avait déjà, mais pas très fréquentables. Il n'a pas eu d'enfant. Il a je vais le dire, il légué, merci, toute sa fortune à la ville de Mazamé, avec un petit paragraphe que je vais vous citer d'une phrase qui est quand même révélatrice de l'attitude de ces potestants qui s'impliquent dans la société civile. Il lègue donc l'argent, les immeubles, il avait des immeubles partout, affectés uniquement à l'amélioration du sort des familles ouvrières de Mazamé, sans distinction de profession ou d'opinion politique ou religieuse. Ça, c'est donc un des legs d'Édouard Barbet. C'est donc cette époque fantastique où Mazamé est une véritable ruche d'abeilles ouvrières, les rues encombrées de charrettes puis de camions, avec quand même des événements extraordinaires. Vous avez là le café du Grand Balcon. Ce café du Grand Balcon, plein centre-ville, c'est le QG des patrons. Ils y sont tout le temps. Et ils travaillent. À la méthode protestante. Avec un verre, ne me dites pas de quoi, on n'a jamais su. Qu'est-ce qu'ils boivent? Pas trop d'alcool, mais ils boivent. Du café, mais chose impensable aujourd'hui. Quand je dis c'est leur QG, ils travaillent, oui, ils y traitent les affaires. La parole donnée, pas d'ordinateur, pas de téléphone, il n'y a pas de contrat, il n'y a aucun papier sur la table. Ils règlent leurs affaires au café du Grand Balcon. J'ai un autre exemple, beaucoup plus populaire. En plus, bien sûr, vous le comprenez, le café de Genève. Bien sûr, il ne pouvait pas s'appeler autrement. Alors, il est plus populaire, les grands patrons n'y vont pas, mais tout le monde y va, qui fait bien sûr allusion à Jean Calvin, et il est en plein centre-ville de Mazamé, dans la Grande Rue, et qui a été rebaptisé très vite la Grande Rue, rue Édouard Barbet, au moment du décès de ce grand-mère. Le café de Genève a été plus tard un peu remplacé, mais je ne peux pas vous dire par quel nom. Voilà un autre exemple de ce que sont capables de faire les Mazamétains.
À Mazamet, il y a même une société de transport maritime. Société de transport maritime. Et vous avez là sous les yeux qu'on peut partir de Mazamet pour aller en bateau. 62 jours ou 80 jours, peu importe. Depuis, on peut aller en Hollande, on peut aller en Afrique du Sud, on peut aller absolument partout. Voilà un petit peu un exemple de ce qui se fait au niveau du transport. Qu'ont fait ces Mazamétains? Bien, des caisses d'épargne, des sociétés de transport, de courtage, et toujours dans ce souci de ne rien gaspiller, surtout éviter le gaspillage, ils vont créer des usines de déchets, les engrais, l'école bien sûr, et dès le début du siècle, se dire on arrête d'envoyer le cuir, même si pour nous c'est moins noble, on arrête de l'envoyer à Millau et à Groyer, on le garde. Et dès 1900-1905, à Mazamet, de gigantesques entreprises de mégisserie vont voir le jour pour traiter justement le cuir de ces peaux de mouton. Esprit calviniste encore que l'on voit dans ce souci des plus démunis, puisque grosso modo on va dire un siècle avant la création de la Sécu, les ouvriers de Mazamet ont des caisses de secours mutuels et de retraite. Un siècle avant. Celle-là, elle vient de la société Eugène Cormoussoulès. Toutes les entreprises en ont une. Est-ce qu'on peut parler de paternalisme? Oui. La richesse sur terre étant une grâce de Dieu, ses patrons vont l'investir dans les œuvres sociales. Vous en avez un superbe exemple. Alors il y a eu d'abord deux sociétés, une pour les femmes puis une pour les hommes, qui ont été réunies en 1909 en une seule caisse, devenue la caisse de secours et de retraite. Chaque entreprise protestante à Mazamet a sa caisse de secours. Alors j'ai préféré garder la photo d'époque pour les dames qui sont au premier rang. Toujours dans un souci des plus démunis, avec, et toujours j'allais dire, tout est souscription à Mazamet. Souscription pour construire la banque, souscription pour construire un temple, souscription pour construire le refuge des vieillards. En face du temple, bien entendu. À l'origine, 7 vieillards et 5 malades. Aujourd'hui, le refuge des vieillards est devenu un EHPAD John Bost et une résidence avec 52 personnes à l'EHPAD, plus combien de résidents? Une dizaine, 13 résidents. Plus et la partie médicale. L'école pratique. Alors, toujours Sabatier. Que faire pour avoir, le souci c'est que faire pour avoir des ouvriers compétents et diplômés? Eh bien, on construit une école pratique, qui est une école publique professionnelle, bien avant tout ce qu'on a entendu hier sur la laïcité. C'est Charles Sabatier qui en a l'idée. Bien sûr, aujourd'hui, je vous la montre aujourd'hui, puisque c'est devenu le collège Marcel Pagnol, à Mazamet. Que faire? Eh bien, je cite Charles Sabatier, vous comprendrez mieux que si c'est moi qui le dis. Une véritable pépinière d'employés, de contremaîtres, d'ouvriers d'élite, formés aux méthodes nouvelles, pour que notre industrie, pensez à la fierté, pour que notre industrie puisse lutter sans désavantage contre la concurrence étrangère de plus en plus redoutée. Et ces garçons, on en a connu tous, ces garçons qui sortaient de l'école avaient tous un emploi pérenne
et assuré dans une usine, mécanicien, électricien, comptable, menuisier, etc. Et la formation des filles alors? Alors, très bien pour la formation des filles, je vais y venir. Il y a eu une idée qui a germé chez Sabatier, justement, que faire des filles, puisque dans l'éthique calviniste, un garçon égale une fille. Les filles doivent avoir la même éducation que les garçons. Et il y a eu une idée d'une école professionnelle de filles. Elle n'a pas germé, mais elle a débouché beaucoup plus tard. J'y ai été pendant 4 ans, par le cours complémentaire de jeunes filles, qui est une création de ce qui est la suite de cette école pratique. Voilà. Mais pour les filles, malheureusement, à part le cours complémentaire, elles ont été éduquées alors pour toute la bourgeoisie et la grande bourgeoisie, aucun problème, puisque très vite, elles ont été au lycée. Elles ont été au lycée et dans des écoles privées protestantes, où de l'école privée, elles pouvaient passer directement en classe de 6e au lycée, latin, grec, etc., et poursuivre leurs études. Et puis c'est vrai, merci de le rappeler, je vais y revenir, l'avantage de ce cours complémentaire de jeunes filles, qui était un véritable vivier pour les écoles normales d'institutrices, puisque dès la 3e, les bonnes élèves ou les élèves motivés pouvaient passer le concours pour entrer à l'école normale. Donc bien avant Jules Ferry, vous le voyez, les Mazamétains ont agi dans l'éducation, j'en parle bien entendu puisque ça a été dit, fortement alphabétisés. Cette photo est d'il y a quelques jours, quand il a fait beau, mais elle est pratiquement dans le jus, à part que de l'extérieur a été refait, d'une histoire assez extraordinaire à Mazamet, qu'on appelle l'école de la République. Avant les lois Jules Ferry, il y avait 5 écoles protestantes à Mazamet. En 1856, encore avec une souscription de patron, on construit un grand bâtiment, rue de la République, qui servira de salle d'asile pour les enfants et les mères célibataires, selon, et c'est capital pour cette école de la République et Mazamet, selon la pédagogie Oberlin. Et le buste d'Oberlin était dans le grenier de l'école. Malheureusement, pour nous, pour le musée ou autre, des employés de mairie, en faisant des travaux, ont cassé le buste d'Oberlin en miettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait des miettes? Ils ne les ont pas recollées, tout est parti à la poubelle. Et il y avait une petite statue d'Oberlin. Il y a eu une enquête, nous sommes 2 ici aujourd'hui à essayer de retrouver où est partie la statue d'Oberlin. On suppose qu'elle est chez les catholiques. Drame. Probablement, puisque certains témoins disent qu'elle a été même au-dessus du parvis de l'église de Saint-Sauveur. Vous imaginez l'histoire pour Mazamet, mais je ne l'ai pas encore retrouvée. Le musée est prêt à l'accueillir. Bien entendu, et à n'importe quel prix. À tout prix. Merci, à tout prix. Ne vend pas pour nous. Alors, cette école de la République est quand même extraordinaire puisqu'elle a pratiqué la méthode Oberlin pour les maternelles, bien entendu. Je rappelle que c'est quand même la servante de Jean-Frédéric Oberlin, Louise Schepper, qui, bien avant Pauline Kergomar, a inventé le principe des écoles maternelles. Voilà, et ça a marché à Castres. Il y a des amis castrés ici ce matin. Les salles d'asile et la pédagogie Oberlin ont très bien marché à Castres et à Mazamet. Et d'après toujours des témoignages,
le hasard voulu, c'est pas un hasard que les premières directrices de l'école de la République, d'abord publique puis laïque, ont été protestantes. Il me reste du temps. Il te reste 2 minutes. Alors, Toujours 2 minutes. toujours 2 minutes. Donc, la Ligue de l'enseignement, à Mazamet, section locale, c'est eux. La liste des fondateurs, vous avez tous les patrons protestants, il y a 3 catholiques et tous les autres, ce sont les patrons protestants. Ils y sont tous. On n'a pas le temps, il me reste 2 minutes. L'Union chrétienne des jeunes gens. Alors là, il y a une jolie querelle théologique entre les libéraux et les orthodoxes. On ne va pas rentrer dans les détails, avec toujours quelques jalousies. Les orthodoxes ont construit un superbe bâtiment qui existe encore, je vous le montre aujourd'hui. Le bâtiment des unions chrétiennes de jeunes gens. À l'étage, des logements pour les jeunes travailleurs et une salle de spectacle fantastique. Aujourd'hui, c'est le temple de l'oratoire. Et oui. Et une salle d'escrime pour les jeunes garçons. Et plus tard, une salle de gymnastique dans la cour. Ça, c'est chez les orthodoxes évangéliques, etc., qui ont fait une éducation extraordinaire auprès des jeunes. Et bien entendu, les libéraux qui n'avaient rien, à part le scoutisme, à leur tour, ils ont créé cette grande maison, qui est la maison de la jeunesse, qui existe encore aujourd'hui. Alors ça, j'adore. La goutte de lait, la première crèche de Mazamet, créée par les patrons protestants pour que les mères puissent laisser leurs enfants bien encadrés, bien soignés, et qu'elles puissent aller travailler dans les usines. La goutte de lait. Un document exceptionnel qui n'existe nulle part au monde. Que ces jeunes filles de bonne famille, voulant elles aussi s'investir dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le diaconat et les œuvres sociales, ont créé les fourmis de France. Des fourmis, le Bérouf, le travail. Elles travaillent en communauté, elles ne sont pas seules. Alors, si vous voyez bien ce qui est écrit en haut, je le lis. Ne soyez point paresseux à vous employer pour autrui. C'est dans Romains 12, 11. Et en dessous, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Matthieu 15, 36. Et c'est un diplôme des... Alors, c'est le groupe de Mademoiselle Blanche Guillou qui est la fille d'un grand entrepreneur. Les colonies de vacances à Grand-Mentès, au Cébat, pour les enfants des ouvriers, pour qu'ils profitent du grand air. Et c'est vrai aussi, je reprends ce qu'a dit Hugues Derick, qui explique que ce capitalisme à Mazamet finalement était unique, car à la fois audacieux, oser aller jusqu'au Rio de la Plata, et même plus loin pour s'approvisionner, ouvrir des comptoirs, à la fois inventif et innovateur, le savoir-faire et la haute qualité, j'y reviendrai, et à la fois rigoureux, gérer, investir, en évitant tout gaspillage. Et on retrouve tout ça, bien entendu. Alors, l'austérité dans leurs vêtements, la sobriété, la frugalité, on ne jure pas, on n'insulte pas, on a une vie modeste eu égard à sa fortune, avec 2 signes extérieurs de richesse. Leur maison, splendide, que les ouvriers appelaient les châteaux. Et d'ailleurs, on dit toujours le château de la Sagne. Et certains ont été construits par des protestants pendant qu'ils étaient en Argentine,
Vous avez là une famille de protestants, c'est la famille Vidal. À droite, tout à fait à votre droite, le jeune garçon, c'est Albert Vidal, le jeune homme qui va devenir écrivain. Un autre château, les Pierres Bleues, toujours dans Mazamet, et un, le plus gros, que tout le monde appelait le château de la Molière, qui malheureusement a brûlé parce qu'il était abandonné, squatté, et que des squatteurs ont mis le feu, et que le temps que les pompiers arrivent, le château était détruit. Ah, alors, pour terminer, combien il me reste ? 2 minutes. J'accélère. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a contradiction entre ces signes ostentatoires de richesse et le calvinisme? Je vais dire non, parce qu'il se justifie de la façon suivante. On investit dans la pierre parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Ça, c'est Gaston Cormousoulès. Et surtout, on va investir dans les propriétés agricoles. Et on va s'impliquer dans l'agriculture. Et je dis bien s'impliquer dans l'agriculture. Voilà un domaine qui existe encore. Les faillas de Bouscadier, sauf qu'il a beaucoup changé et qu'il a changé, parce que il faudrait quand même que je montre Gaston Cormousoulès, puisque c'est lui. Non, ça c'est Jackie, c'est pour tout à l'heure. Voilà, Gaston Cormousoulès. Ce sont des gens qui eux aussi à leur façon vont être audacieux. Exemple, Gaston Cormousoulès, qui n'était pas du tout intéressé pour devenir un grand chef d'entreprise, même s'il est chef d'entreprise. Il a appris qu'un Écossais, Douglas, essayait d'implanter des pins qui s'appellent les pins de Douglas, qui avaient échoué en Écosse, et lui, il se dit, je vais planter des pins Douglas dans toute la montagne. On lui dit, tu es fou, parce que les Douglas, c'est la côte ouest des États-Unis, climat froid, atlantique, humide, ça ne marchera pas. Ça a très bien marché, très bien marché, par exemple au Fayad. Il continue à investir dans l'agriculture avec une très belle histoire aussi. 20 secondes. Merci Patrick. Je peux finir avec les vaches? Les vaches suisses. On dit à Gaston Cormousoulès, la race suisse, elle ne pourra jamais se faire au climat de Mazamet. Elles sont dans les alpages, en altitude, avec des herbes, des fleurs, etc., sans parler du corps des Alpes. Elles ne pourront pas survivre à Mazamet. Non seulement elles ont vécu à Mazamet, ils ont fait des croisements, elles ont raflé je ne sais pas combien de concours agricoles. C'était des vaches suisses calvinistes. Ménonites. Pas calvinistes. Et ménonites. 10 secondes. Merci. Alors, je peux 10 secondes. parler, bien sûr, de... Non, tu en as parlé hier. Oui. De l'affaire Dreyfus. Oui. Donc, on n'en reparle pas. Ce que je voudrais dire, avec la photo de Jackie Cormousoulès, qui est mort il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, dans ces familles de grands patrons, beaucoup n'ont pas voulu devenir patrons. Certains l'ont fait malgré eux, ils y sont restés. Certains sont devenus écrivains, d'autres ont fait les deux, et certains ont encore Homo protestantus. C'est Jackie Cormousoulès qui, dès le début, a dit « Moi, le délainage, le textile, ça ne m'intéresse pas ». Et il est le modèle type d'un protestant avec ce même esprit d'entreprise qui a créé la Société Menguise, par exemple, et que nous avons eu la chance, Étienne et moi,
l'interviewer dans toute cette bibliothèque que nous sommes en train de constituer sur cette épopée de l'industrie mazamétaine. Alors, je peux conclure. J'ai de la chance, je peux conclure. Ce que je pouvais dire quand même, qu'est-ce qui reste de Mazamet? Les premiers sursauts de soucis ont commencé dès 1951, au moment du centenaire. Pourquoi? Parce que ces protestants, si fiers de ce qu'ils avaient fait, ont montré au monde entier comment on pouvait délainer. Et voilà. Donc, que reste-t-il? Beaucoup de ruines, ça c'est sûr. Que reste-t-il? Eh bien, la mondialisation de gamins qui, autrefois, dans les rues de Mazamet, savaient où se trouvait Adélaïde, la Tasmanie, Buenos Aires, etc. Aujourd'hui, il y a des profs ou d'anciens profs qui savent que quand, à l'épreuve du brevet des collèges, on donne une carte de France aux élèves d'Europe pour situer l'Allemagne, l'Italie, ils y mettent la Chine ou l'Inde. Ça, c'est du vécu. Ce qui reste aujourd'hui quand même, des gens qui ont su rebondir. Il y a des patrons protestants, les établissements Philippe Rive, qui ont un fils en Australie et qui font donc le négoce de la laine avec l'Australie. Renault Jeunes, et la Brèche, ils ont pris un créneau extraordinaire, les 2 ou 3 que je vais vous montrer. Le luxe, on revient au luxe. Renault Jeunes, numéro 1 européen et peut-être mondial, des semelles intérieures de chaussures. Les établissements Alran, le cuir, exclusivité, Hermès, Vuitton et tous les autres. Le luxe. Les établissements Tournier, un des premiers à s'être installés au niveau des filatures et de tissage, aujourd'hui, exclusivité Chanel. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à... Et puis alors, en guise de conclusion, quand même, Patrick, j'ai fini. Une phrase. Conclusion de la conclusion, oui. Quand on est mazamétain, on est passé des milliardaires rouges, une phrase de Rémi Casas que je déteste, je ne l'aime pas. C'est la phrase que tu dis. La phrase. On est passé des riches, très riches et grands bourgeois patrons de Mazamet aux patrons oligarques de la Silicon Valley. Je ne vais pas vous en faire un tableau, vous les connaissez aussi bien que moi. Ils ont créé même une nouvelle religion, secte, le libertarianisme, où on pioche du calvinisme avec tout ce qu'il peut y avoir de pire dans tout ce qu'ils sont à faire. Et je vais finir par quelque chose que vous connaissez bien, puisque tu avais parlé d'une petite boutique. Action. Action. Un petit bazar médonite aux Pays-Bas qui vendait des bricoles, qui est devenu milliardaire et qui est devenu l'entreprise préférée des Français. Voilà, je vous remercie de votre attention.